voudrais vous partager une information extrêmement importante que j'ai pu découvrir durant mes recherches que l'on appelle le cycle de l'emprise. Alors, il faut bien comprendre que ces personnes-là qui jouent avec vos vies, avec votre spiritualité, fonctionnent souvent malgré elles par cycle. Ce cycle-là n'a pas été inventé par moi. Il existe, des études ont été faites dessus. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien sous la vidéo, le lien explicatif pour détailler un petit peu plus. Mais là, je vous propose de vous résumer les 5 étapes de ce cycle que l'on appelle le cycle de l'emprise. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Rachel Centre-Bongui, votre agent qui se spécialise en hypnothérapie, en coaching holistique, en gyrobiologie et en soins énergétiques. Nouvelle vidéo pour vous aujourd'hui. Je voudrais vous partager 3 astuces pour pouvoir distinguer le maître spirituel du gourou. Pourquoi cette vidéo? Parce que après mon expérience personnelle, je me suis beaucoup intéressée aux mécanismes du pensée, au fonctionnement de l'humain, et on se rend compte, en fait, par toutes les études qui ont été faites, qu'il y a des schémas qui se répètent, que l'on retrouve chez les personnes qui gèrent des gros groupes, des groupes sociaux, des groupes spirituels, des communautés et même des sectes. Donc, je vous les partage aujourd'hui à titre informatif, que vous soyez justement au courant que cela existe et que vous puissiez justement être prudent dans vos choix de communauté et dans toutes vos décisions de manière générale. Le premier signe à repérer: le gourou aime être au centre. Il aime lorsqu'on parle de lui. Il aime être valorisé. Il aime être dans les discussions. Il aime être conforté dans ses décisions. Il y a un ego très présent, à peine camouflé. Et en fait, vous allez voir que dans le discours, il y a des termes qui sont omniprésents qu'on retrouve comme moi j'ai, moi je, moi j'ai fait, moi je suis, qui sont vraiment là dans la plupart de ces prises de parole. On peut aussi se rendre compte que ce sont des personnes qui agissent beaucoup par intérêt, qui vont s'entourer de personnes qui leur apportent quelque chose. Que ce soit de la visibilité, une clientèle, il va vraiment en fait s'entourer de personnes qui lui apportent quelque chose. Le reste ne l'intéresse pas. Le reste, bon, est là autour, gravite autour, mais il va vraiment mettre en avant les gens qui lui redonnent quelque chose, de manière inconsciente ou non, évidemment. C'est une personne qui n'écoute pas réellement ce que vous lui dites, parce qu'en fait, son but n'est pas que vous alliez mieux, son but n'est pas de vous aider, son but est de vous permettre de rester dans l'engrenage, de la dépendance, de ses services, de ses soins, de sa structure. Vous allez lui dire, oui, moi j'ai telle problématique, je n'arrive pas à faire ci, à faire ça, il ne vous écoutera pas. Il va s'arranger pour vous proposer autre chose dans sa structure, un autre service qu'il propose pour vous vendre une solution de pseudo-guérison, mais au final, vous vous rendez bien compte avec le recul qu'il vous laisse simplement dans son réseau, dans son écosystème finalement. Donc ça, c'est vraiment déjà assez parlant. Et même lorsqu'il agit, il semble agir par bonté d'âme, il donne des choses généreusement, il fait des choses gratuites, il aide son prochain. Dites-vous bien en fait qu'il a un intérêt là-dedans, ne serait-ce que le fait d'en parler et de pouvoir s'en vanter quelque part. C'est une personne qui va toujours en fait se considérer comme étant la meilleure personne pour vous. Sa structure est la plus appropriée pour vous et c'est lui qui est le modèle à suivre parce que sans lui, vous n'avez rien compris. Deuxième élément à surveiller, quelqu'un qui se contredit souvent. Alors, dans ma langue natale, le martiniquais, il y a une expression qui dit « menteur pas ni mémoire ». Ce qui signifie en fait que les gens qui mentent oublient souvent ce qu'ils racontent. Et c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est en fait changeant, qui vous donne une couleur, qui vous dit rouge le lundi, mardi c'est bleu, mercredi c'est jaune, qui va dire à A vert, à B violet. Et en fait, ça installe un climat de confusion qui est difficile à suivre. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est son ego qui dicte ses prises de position. Il se laisse aller par les fluctuations. Si effectivement quelque chose l'agace, il va prendre une posture. S'il est plus posé, plus tranquille, la posture change. Il n'y a pas de ligne claire. Au final, même les valeurs que vous aviez reconnues au début ne sont plus si importantes finalement. Ou final si, ou pas, on ne sait pas. Et en fait, ce sont des gens qui ont une stratégie très bien ficelée pour vous convaincre qu'elle est une bonne personne. Sauf que quand l'ego est blessé,
le naturel apparaît. Et là, vous vous dites, ok, il y a quelque chose qui est assez inattendu. Et ce sont des gens qui se perdent dans leur discours parce que souvent, ce sont des événements qui sont complètement inventés pour vous raconter une histoire, pour vous convaincre de quelque chose. Et il y a aussi cette idée de déclarations spontanées qui sont parfois maladroites et qui laissent justement témoigner d'une certaine mégalomanie. Et donc ça, c'est intéressant à observer et à mettre en contradiction parce que souvent, quand vous le confrontez, il va trouver une stratégie, encore une fois, pour esquiver la question et ne pas avoir à vous donner une justification. Et c'est toujours comme ça. Donc, troisième élément à observer, c'est quelqu'un qui a beaucoup de principes qu'il prêche, mais qu'il n'incarne pas. En spiritualité, notamment, il y a beaucoup de valeurs que l'on reconnaît comme étant acceptées, acceptables, politiquement correctes, comme l'empathie, l'amour de son prochain, la générosité, l'entraide, etc. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup vous inciter, vous, à mettre ces valeurs-là dans votre vie, mais qui semble incapable de les appliquer pour sa propre vie, à lui ou à elle. Et c'est vraiment une sorte de voir la contradiction. Parce qu'il va vous parler, par exemple, d'humilité, mais il ne cesse de parler encore et encore de lui ou d'elle. Il va vous parler d'amour de son prochain, mais il vous traite comme un numéro, ou il vous déshumanise. Il vous parle d'ouverture et de transparence, mais tout semble discutable, questionnable, sauf lui et sa structure. Il vous parle d'amour, mais il tient parfois des propos très durs envers d'autres personnes, des propos qui peuvent être parfois rabaissants ou injustes. Donc là, il y a un questionnement à se poser. Donc voilà, je vous ai exposé 3 éléments à surveiller afin de savoir si là où les personnes que vous suivez, là où les personnes qui vous inspirent sont plus du style gourou au sens négatif du terme ou plus un maître spirituel. Avant de conclure, je voudrais vous partager une information extrêmement importante que j'ai pu découvrir durant mes recherches que l'on appelle le cycle de l'emprise. Alors, il faut bien comprendre que ces personnes-là qui jouent avec vos vies, avec votre spiritualité, fonctionnent souvent malgré elles par cycle. Ce cycle-là n'a pas été inventé par moi. Il existe, des études ont été faites dessus. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien sous la vidéo, un lien explicatif pour détailler un petit peu plus. Mais là, je vous propose de vous résumer les 5 étapes de ce cycle que l'on appelle le cycle de l'emprise. La phase 1, c'est ce qu'on appelle le repérage. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va dans sa niche et dans les personnes qu'il vise avec son discours ou ses services, va repérer souvent des personnes qui sont soit très motivées, très déterminées, ou alors qui ont un caractère très bienveillant, très lumineux, et qui vont en fait pouvoir faire rayonner son discours et ses valeurs, pour pouvoir en fait lui permettre d'être visible et d'atteindre en fait une plus grande clientèle. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, le but d'un gourou, c'est d'avoir un empire le plus grand possible, le plus vaste possible, de toucher le maximum de personnes. Et en fait, il sait que quand il a des orateurs de qualité, des gens qui savent convaincre et qui arrivent à amener, à connecter avec des gens, avec un maximum de personnes, ça lui est bénéfique. Donc, il va vraiment s'entourer de personnes comme ça qu'il va pouvoir mettre en avant. Et là, on rentre dans la phase 2, qu'on appelle la phase de séduction. Pourquoi? Parce qu'en fait, durant cette phase-là, la personne va être particulièrement agréable, bienveillante. Elle va prendre soin de vous, elle va être à l'écoute, elle va vous faire rire, elle va vous amuser, elle va vous inspirer, elle va vous conseiller. Là, vous vous dites, waouh, en fait, c'est tellement bien, tellement beau, tellement génial. J'ai enfin trouvé la personne, le mouvement, la communauté qui me convient, qui me fait du bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, elle va vraiment installer un climat de confiance. Et elle va commencer à vous parler de mission. Elle va commencer à vous parler il y a une œuvre à accomplir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là va pouvoir adapter son discours à votre façon d'être. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est très porté sur l'ego, il va vous dire « tu es puissant ». Tu as quelque chose de particulier, tu es unique, tu as une capacité particulière, tu as un pouvoir, un don particulier.
ta mission est telle, 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 telle. Il va pouvoir vous donner les termes qui vous nourrissent. Et si vous êtes plus quelqu'un qui est sur lui-même, il va vous dire, on va aider le maximum de personnes, on va soigner un grand nombre, on va faire le bien autour de nous, on va changer notre environnement, on va faire du bien à la terre. Ça va vraiment être très, très loin. Et c'est parce qu'il apprend à vous connaître. Il apprend à savoir ce qui va fonctionner ou pas avec vous dans son discours. Et vous aurez le sentiment d'être privilégié, c'est surtout ça, d'être la personne avec un grand L, parce que c'est ce qu'il va vous dire. Et vous allez justement incarner sa mission parce que vous êtes convaincu que c'est la bonne chose à faire. Vous êtes convaincu que ce qu'il vous dit est véridique. Et c'est là qu'on rentre dans la troisième phase. La dépendance. C'est la phase où, après vous avoir effectivement convaincu, après vous avoir séduite, vous vous rendez compte qu'en fait, malgré vous, vous êtes dans une cage, dans une boîte. On vous a mis dans une espèce de chose où vous êtes limité. L'œuvre doit se faire, mais comme d'une façon et pas d'une autre. Dès que vous mettez un pied hors du cadre, ça ne fonctionne plus. Vous êtes spécial, mais seulement si c'est lui ou elle qui le dit. Seulement si c'est lui ou elle qui le décide, finalement. Et cette phase-là est particulièrement difficile parce que elle infiltre votre façon d'être, de parler, vos décisions, de manière insidieuse. Et vous, jusque-là, vous avez l'impression d'avoir le libre arbitre parce que vous vous dites, je fais mes propres choix, je prends mes décisions, mais il y a tout un travail qui est fait en amont et que vous voyez souvent bien après. Cette phase-là, en fait, est cruciale parce que souvent, on a aussi cette idée de discours qui change. Donc, on vous a d'abord valorisé, on vous a d'abord considéré, et puis on vous fait des reproches. Vous n'êtes pas assez bonne, pas assez ci, trop ça, pas assez de vidéos, pas assez de témoignages, pas assez d'implications. Et on vous commence à vous faire culpabiliser. Vous dites, mais mince, en fait, ce que j'avais vu dans la deuxième phase, donc tout ce que j'avais vu, est-ce que finalement je suis à la hauteur parce que j'ai été privilégiée et vous voulez garder votre place? Parce que finalement, l'humain est comme ça. On veut être privilégié, on veut être reconnu pour ce qu'on est. Et là, on se dit, mince, je suis en train de perdre mon privilège. Qu'est-ce que je vais faire? Et on cherche, on est en train d'essayer de retrouver cet amour-là, finalement, qu'on nous donnait. Et là, le travail devient un peu malsain parce qu'on est dans une phase où on veut en faire plus encore et plus encore parce qu'on veut être dans les bonnes grâces. Et il vous compare à d'autres. Un jour, ça va très bien. Le lendemain, vous n'êtes pas assez bon. Et vous vous sentez perdu parce que c'est troublant, c'est déstabilisant. Et il installe aussi un climat de peur. Il n'a jamais été pour objectif de vous aider à vous libérer, de vous émanciper, non. Au contraire, de vous permettre d'être encore plus enfoui dans l'engrenage, parce que c'est ça le but. Si vous comprenez ce qui se joue, vous partez et ça n'est pas dans l'intérêt du gourou. La quatrième phase, la phase qu'on appelle la destruction. C'est vraiment la phase où, si vous avez le malheur de faire ce qui est vu comme étant un mauvais choix dans la phase précédente, il vous montre clairement que vous n'êtes plus rien à ses yeux, qu'il ne vous considère plus, que vous êtes jetable, remplaçable. Et il y a des gens qui souffrent énormément de cette phase-là parce que il y a des gens qui ne sont pas suffisamment entourés, encadrés et qui ont trouvé dans ces structures-là un soutien, un réconfort. Et là, ce qu'ils avaient bâti comme équilibre est en train de s'effondrer. Est-ce que vous imaginez un peu les dégâts psychologiques que ça peut faire sur quelqu'un? Il va souvent se montrer froid, détaché, intransigeant. Et c'est souvent dans une phase où vous voulez demander de l'aide, vous voulez sortir, mais en même temps, vous ne savez pas comment faire, où aller parce que vous n'êtes pas vraiment sûr finalement de vouloir sortir parce que la zone de confort est souvent plus confortable. Ce qu'on connaît déjà est plus confortable que l'inconnu. Il va installer le climat de peur, dont je parlais tout à l'heure. Mais la peur de quoi? La peur de la vie sans lui, sans sa structure, la peur des représailles, la peur d'être seul,
la peur d'être livré à vous-même, la peur du néant, la peur du vide, du manque, d'être isolé, de ne plus être reconnu, de ne plus être valorisé, de perdre justement cette lumière que les autres voient en vous. Et ça vous bloque. Et ça bloque l'action parce qu'au final, vous vous posez même des questions de vous dire, est-ce que mon ressenti est réel? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que je suis trop fragile, trop faible? Est-ce que tous les gens que je vois qui sont super bien, pourquoi moi je ne me sens pas bien? Pourquoi moi je suis dérangée, je suis troublée, je suis blessée par certaines actions, certaines paroles? Pourquoi? Et le questionnement freine l'action parce que vous vous dites, pour le moment, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est ce que je ressens qui est valide ou pas. Je voudrais d'ailleurs qu'on distingue de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qu'un gourou et qu'est-ce qu'un maître spirituel? Je vais juste prendre comme base un site que tout le monde connaît qui est Wikipédia, où j'ai fait quelques recherches rapidement pour donner une définition plus ou moins générale. Alors, un maître spirituel, qu'est-ce que c'est? Selon Wikipédia, le maître spirituel est celui qui, faisant partie d'une tradition et ayant reçu une initiation, est reconnu comme légitime pour enseigner une doctrine ou une pratique spirituelle. Ces enseignements ont généralement pour but d'atteindre un éveil spirituel. Donc, il y a plusieurs termes pour les distinguer, notamment le terme gourou en Inde. Donc, on va vraiment pouvoir voir comment ce terme-là est utilisé aujourd'hui pour distinguer des pratiques souvent malhonnêtes. Donc, voici la définition générale d'un maître spirituel. Et j'ai envie de vous dire qu'un maître spirituel, c'est quelqu'un, selon moi, qui incarne ce qu'il prêche, qu'il respire une forme de sagesse. Quelqu'un que l'on suit naturellement parce qu'il impose le respect, il a un charisme, il a des valeurs aussi et que l'on voit bien qu'il les vit, ces valeurs-là, qu'il les incarne de manière complètement à 100%. Et c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de dire ou de blaguer ou autre. Il est. Et on le voit, on le sait parce que la sagesse se sait, se reconnaît. Et c'est quelqu'un, en fait, qui utilise son savoir, ses connaissances pour vous pousser à monter à son niveau et même plus encore. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir rayonner, qui a envie de vous voir vous émanciper. Et c'est quelqu'un surtout qui... quand le moment venu sera pour vous de partir, qui va vous laisser aller avec la fierté dans les yeux parce qu'il se rappelle du chemin parcouru avec vous. Il a vu vos efforts, il reconnaît votre valeur, j'ai envie de dire, il vous encourage à faire votre propre chemin. Et vous, de votre côté, quand vous avez été bien accompagné, quand vous avez été, j'ai envie de dire, à bonne école, vous avez envie de crier au monde d'où vous venez, de qui vous a formé, de qui vous a inspiré, qui vous a accompagné pendant toutes ces années, qui vous a inspiré, qui vous a formé. Vous avez envie de le dire parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit que vous avez fait un travail sur vous et votre maître, il y est pour quelque chose. Donc, c'est là ça la grosse différence, c'est que souvent, en fait, le maître spirituel a une posture de modèle. Et vous avez envie de lui ressembler. Maintenant, qu'est-ce qu'un gourou? Alors, effectivement, le gourou vient du sanskrit et peut avoir plusieurs définitions. Selon Wikipédia toujours, le maître spirituel qui se réclame d'une tradition issue de l'hindouisme, du jaïnisme, du bouddhisme ou du sikhisme. Un maître à penser ou, dans son sens négatif, le dirigeant d'une secte, lequel peut affirmer détenir une vérité et avoir des comportements de manipulation mentale, abus de faiblesse, etc. Je vais juste descendre un petit peu sur la page de Wikipédia et aller dans la rubrique « Les gourous dans le champ du bien-être et de la santé ». Et là, on vous dit « La presse tend à parler de gourous pour qualifier des personnes suivies par un grand nombre d'adeptes et de fans sur les réseaux sociaux ou par leur présence médiatique, dispensant des conseils de vie ou s'érigeant en modèle. Cela peut être autour de questions de bien-être ou de santé. » On dit un peu plus loin, à l'opposé,
Les sectes nocives s'adressent à des personnes qui ne s'estiment pas forcément malades, mais en mal d'écoute, demandent de l'attention et à qui sont progressivement imposés, sous le couvert de soins, une allégeance inconditionnelle et une rupture du lien social autour d'un gourou, prônant au-delà de la santé, l'épanouissement et le bien-être au moyen de données ésotériques. C'est vraiment ça le gros point central qui distingue le gourou, le côté allégeance et le côté rupture du lien. Voilà, maintenant que c'est clair, donc évidemment, le gourou à la base c'était un terme qui signifiait maître spirituel, on l'avait compris en sanskrit, mais qui de manière occidentale a été souvent étiqueté négativement pour des pratiques discutables de la spiritualité ou des personnes qui sont suivies et qui installent un climat d'emprise, de domination et d'allégeance inconditionnelle, comme on l'a dit. Voilà, maintenant que c'est clair, donc bien évidemment la définition est discutable, hein, chacun a sa propre définition de ces termes-là, d'autres sites ont des définitions différentes, mais c'est vraiment pour vous donner une idée. Il y a une dernière phase qu'on appelle le basculement. C'est là où vous prenez une décision. Il y a deux choix possibles. Soit vous restez dans le cycle, dans l'engrenage de cette structure, de ce gourou qui a une emprise un petit peu sur vous, et vous cherchez à retourner dans ces bonnes grâces, à revenir aux phases précédentes où vous cherchez à retrouver le sourire, la joie, les bonnes énergies du début. Vous cherchez à tout prix, malgré vous, à retrouver ça parce que vous avez aimé ce moment-là. Vous cherchez et vous êtes convaincu que si vous arrivez à travailler très fort, à faire plus d'efforts, plus d'implications et plus, vous y arriverez. La deuxième option, c'est de dire stop, de vous faire violence pour briser le cycle. C'est la phase la plus difficile parce que ça demande d'être très fort mentalement pour accepter les conséquences de cette décision-là. Ça dépend aussi beaucoup de comment vous êtes entouré en dehors de ce cercle-là, de qui est là pour vous soutenir, pour vous écouter. Et c'est souvent des personnes qui arrivent à demander de l'aide et à parler, à libérer la parole qui s'en sortent, à dire leur vérité en fait. Ces personnes-là ont vraiment besoin, en fait, d'une écoute active, de bienveillance, de réconfort et sans jugement. Et ça, ces personnes-là, vraiment, elles s'en sortent parce que il y a la force, il y a l'accompagnement aussi derrière. Et ce cycle-là est bien réel. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont des études qui l'ont faites. Des experts, des spécialistes ont analysé ces schémas-là et ils sont bien réels. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et de réfléchir là-dessus, le lien est sous la vidéo, vous pourrez en savoir plus, mais il y a énormément de choses à comprendre là-dedans. Et pour finir, je vous donnerai deux conseils. La première chose, c'est que comme une situation se présente à vous et une réaction, une façon de faire vous surprend négativement, posez-vous la question, est-ce que vous, la même situation, vous auriez réagi de la même manière? Est-ce que vous auriez fait les mêmes choix, pris les mêmes décisions, utilisé les mêmes termes pour définir quelqu'un? Si la réponse est non, il y a peut-être un conflit de valeurs. Et là, il y a une réflexion à amorcer et de voir que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Deuxième élément que je voudrais que vous gardiez toujours en tête, c'est que personne n'a le pouvoir de vous traiter moins bien que ce que vous méritez réellement. Personne ne devrait avoir ce pouvoir-là parce que vous avez une lumière en vous et personne ne devrait avoir le pouvoir de l'éteindre. N'oubliez jamais ça. Sur ce, je vous souhaite bonne réflexion à vous avec cette vidéo. Si vous avez des questions, je reste disponible pour en discuter, pour en parler, pour vous accompagner. Vous trouverez également un lien pour un appel découverte avec l'un de nous, Jérôme ou moi du Centre Bongui, pour échanger avec nous et répondre à vos besoins. Sur ce, je vous dis, aimez-vous, prenez soin de vous, prenez le temps dont vous avez besoin pour prendre soin de vous, c'est important. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!